Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cette histoire va être un peu particulière à raconter pour moi, parce que c'est la première fois que je vais raconter une de vos histoires. Une histoire de un de mes abonnés. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, et j'espère aussi faire honneur à l'histoire de mon abonné qui a bien voulu me la partager. Je vais rien vous dire sur cette histoire, je vais vous laisser la découvrir au fur et à mesure. Mais je tiens juste à vous dire que si vous aussi, vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à m'en parler soit sur Instagram ou sur Discord, c'est là que ça se passe. Bref, on est parti pour l'histoire générique. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de Lucas. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a bon nombre d'années déjà, mais cette expérience est restée gravée dans sa mémoire jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, Lucas avait 14 ans et il vivait dans un petit village au fin fond de la Bretagne. Vous savez, il s'agit de ce genre de petit village à la française, où tout le monde se connaît sans pour autant forcément s'apprécier ou se parler. Le village de Lucas est composé d'environ une vingtaine de maisons typiquement bretonnes, et il est entouré de champs et de forêts. Pour les personnes non bretonnes qui écoutent actuellement cette histoire, vous devez savoir qu'il est fréquent de trouver dans les forêts bretonnes des mégalithes. Certains habitants y voient des croyances celtiques, mais d'autres y voient simplement un aspect folklorique de la région. Lucas était un collégien tout ce qui est plus normal. Il n'était pas le premier de la classe, sans pour autant être un cancre non plus. C'était juste que, les études, vous savez, à cet âge-là, ce n'était pas vraiment sa priorité. Pendant sa 4e, Lucas va faire la connaissance d'une nouvelle personne qui vient tout juste d'arriver dans la région. Il s'agit de Maxence. Ses parents viennent à peine d'acheter une maison dans le même village que Lucas. Maxence et Lucas vont très vite nouer une amitié fusionnelle et passer énormément de temps ensemble, comme deux véritables amis inséparables. Lucas me dira dans son explication que Maxence reste pour lui probablement son meilleur souvenir de ses années collège. Et il faisait ce que tous les jeunes garçons de 14 ans avaient l'habitude de faire. Ils avaient pour habitude de se balader dans la forêt pour faire des soirées camping entre amis, chamallows, histoires d'horreur et beaucoup de rires et de souvenirs inoubliables. Quand le temps le leur permettait, ils se retrouvaient également près d'un étang pour faire de la pêche. Enfin, plutôt une compétition de qui pêchera le plus gros poisson. Et quand le temps était un peu plus capricieux, ils passaient des soirées à jouer à la PlayStation. Et plus particulièrement au mode zombie de Call of Duty Black Ops. Ce jeu qui a probablement marqué une génération tout entière. Pendant les premières vacances scolaires de l'année, Lucas et Maxence vont entrer en négociation avec les parents de Maxence. Ils voudraient avoir la maison de Maxence rien que pour eux, juste pour une soirée. Après bon nombre de pourparlers, ils arrivent finalement à leur fin. Samedi soir, ils auront la maison rien que pour eux. Afin que vous compreniez la suite de cette histoire, laissez-moi vous apporter certaines précisions sur la maison de Maxence. La maison de Maxence est une vieille et typique maison néo-bretonne. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon avec une très grande cheminée de l'époque. Pour accéder à l'étage, vous devez utiliser un escalier en bois qui monte à pic. Et l'étage en lui-même forme un corridor ou une espèce de corniche. Il est totalement ouvert sur le rez-de-chaussée. En d'autres termes, de l'étage, vous pouvez tout voir et tout entendre.
Nous arrivons donc au samedi soir. Lucas rentre dans la maison de Maxence et fait un câlin au chien de Maxence. C'est un chien de race, extrêmement bien dressé, qui a l'interdiction de monter à l'étage. Si jamais il ose monter, enfin, pourquoi je vous raconte ça? De toute façon, il n'est jamais monté à l'étage. Lucas et Maxence prennent les escaliers et s'engouffrent dans la chambre de Maxence. Ce soir-là, ils vont beaucoup jouer à la play. Ils vont manger des mets équilibrés et sophistiqués à base de pizza et de chips. Plus tard dans la soirée, aux alentours de minuit 1h du matin, ils vont se poser devant le nouveau Fast and Furious. Mais à peine le film avait commencé qu'ils ont entendu un bruit provenant du rez-de-chaussée. La maison étant une vieille maison et le chien étant au rez-de-chaussée, ce bruit n'a pas alarmé nos deux protagonistes. Ils avaient pris l'habitude d'entendre tout type de bruit dans la maison, comme le bois qui y travaille, le chien qui fait tomber quelque chose, le vent qui souffle sur les pierres. Avoir un bruit suspect dans une vieille maison, c'est, disons-le, plutôt assez banal. Donc, ils ont juste poursuivi leur visionnage. Quand, tout à coup, ils ont entendu un énorme bruit provenant du rez-de-chaussée. Comme si l'énorme armoire de grand-mère du salon venait tout juste de tomber. Maxence, par réflexe ou par panique, se précipite au niveau de la porte de sa chambre et actionne le mécanisme pour verrouiller la porte. Maxence et Lucas s'échangent des regards pendant quelques secondes. Ils sont à la fois apeurés, paniqués et dubitatifs. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? D'où peut provenir un tel bruit? Qu'est-ce qu'on fait? Mais un événement va rapidement leur faire prendre une décision. Maxence commence à entendre son chien gratter à la porte de sa chambre, en pleurant comme un démon. Son chien n'est jamais monté à l'étage. Sous aucun prétexte, il ne doit monter à l'étage. Et il le sait. Donc, si le chien est à l'étage, c'est forcément qu'il se passe quelque chose de très grave au rez-de-chaussée. Lucas peut lire dans les yeux de Maxence son effroi absolu devant cette situation et décide d'attraper son téléphone et de composer le 17. Une opératrice va alors leur répondre. Elle va tout de suite comprendre que c'est très sérieux et que quelque chose ne va pas. Elle va donc leur envoyer une brigade sur le champ et prévient qu'elle va également contacter leurs parents. Elle leur précise cependant qu'ils vont devoir attendre 20 minutes que la police arrive. Et pendant ce temps, elle ne peut pas rester avec eux au téléphone, car c'est la seule opératrice ce soir-là et elle doit laisser la ligne ouverte. Nos deux protagonistes raccrochent, se regardent et attendent. Des instants, des secondes, des minutes qui vont sembler être des heures. Ils commençaient à se sentir mieux, rassurés. La police était en route, tout allait rentrer dans l'ordre. Quand ils ont entendu soudainement un autre bruit qui provenait de la terrasse. En effet, le père de Maxence était en train d'installer une nouvelle terrasse. Mais les tasseaux n'étaient pas encore tout à fait fixés. Leur peur n'a fait que repartir de plus belle. Ils ont rappelé le 17 et l'opératrice va envoyer une deuxième brigade. Peut-être 2, 3, 4 minutes après, il est difficile pour Lucas de s'en rappeler avec exactitude. Ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte de la maison. Mais ni Lucas, ni Maxence n'avaient absolument aucune envie de déverrouiller la porte de la chambre et de vérifier qui toquait à la porte de la maison. Mais quelques instants plus tard, ils reçoivent un appel sur le téléphone de Lucas, leur indiquant que c'est la police. Soit ils ouvrent, soit ils défoncent la porte. Maxence imagine une seconde devoir expliquer la scène à ses parents et ni une, ni deux, il se précipite à l'entrée pour ouvrir aux policiers. À peine la porte était ouverte, qu'ils aperçurent des hommes en uniforme, l'arme au poing. Ils vont directement placer les deux enfants derrière eux en sécurité.
Et plusieurs policiers vont s'éparpiller dans la maison, car ils sont persuadés qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ils vont absolument tout vérifier, très minutieusement, très précautionneusement. La cuisine, les chambres, le salon, le garage, rien. Absolument rien. Tout est en ordre, tout est en état. Il n'y a rien. Pourtant, d'après les bruits qu'ils ont entendus et le comportement du chien, la maison devait être sans dessus-dessous. Les policiers peuvent clairement voir l'état de panique des jeunes enfants. Et malgré qu'ils ne trouvent rien, ils sont persuadés qu'il y avait quelqu'un. Un des policiers, le plus âgé, probablement le chef de l'escouade, va demander à l'un de ses brigadiers d'aller vérifier le grenier. La jeune recrue va alors se diriger vers le grenier, cachant difficilement sa peur, et d'une façon incertaine et peureuse, il va ouvrir la trappe du grenier, y mettre la tête, et 3 secondes après, il va en ressortir. Rien au major, rien au grenier. Mais rassurez-vous, les policiers vont quand même faire une découverte. Au moment de vérifier la terrasse, ils vont voir que certains tasseaux ont disparu et d'autres sont totalement en désordre. Certains policiers vont rester avec les enfants jusqu'à l'arrivée des parents, mais la majeure partie d'entre eux vont quitter la maison. Mais le plus vieux policier, avant de partir, va regarder Maxence et il va lui dire: il y a des années, je suis déjà intervenu dans cette maison pour une triste affaire. Vous devriez dire à vos parents de déménager. Il ne fait pas bon vivre ici. Lucas n'a rien compris à cette phrase sur le moment. Il était encore sous le choc et appréhendait l'arrivée de ses parents. Et ils vont arriver quelque temps plus tard. D'abord furieux, puis au vu des paroles des policiers et à la tête des enfants, ils vont très vite se calmer. Dans les jours qui vont suivre cette fameuse soirée, Lucas va faire des recherches sur cette maison. Il va donc aller parler à la plus vieille habitante du village. Elle incarne littéralement à elle seule la mémoire du village. Elle sait absolument tout. Il faut dire qu'elle passait ses journées sur un banc qu'elle avait installé devant chez elle. Donc elle voyait tout ce qui se passait dans le village, une vraie petite commère. Lucas va alors lui demander ce qu'elle sait sur cette maison. La femme va alors leur raconter le lourd passé de la maison. Les 2 derniers propriétaires sont morts. Le premier s'est pendu avec une poutre apparente de l'étage, et le second était un vieil homme, probablement assommé par les médicaments ou l'alcool, ou les deux à la fois, et il est tombé dans la grande cheminée du salon. Bien sûr, c'est le genre de détail que l'agent immobilier avait omis de raconter aux parents de Maxence. La femme finira par leur dire que cette maison porte le mauvais œil et qu'ils doivent la quitter le plus vite possible. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Enfin, pas totalement. Pour justifier cette histoire, il y a 2 possibilités. La première possibilité est tout simplement que la maison est hantée. Mais je tiens vraiment à vous préciser que ni Lucas ni moi-même nous croyons tout d'abord à cette hypothèse, ou alors tout simplement aux fantômes ou au fait qu'un lieu peut être hanté. Mais parfois, durant une vie, vous avez peut-être déjà fait cette expérience, il vous arrive quelque chose et vous ne pouvez pas forcément l'expliquer d'une manière 100% rationnelle. Ça peut arriver, mais nous ne croyons pas en cette hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que ce soir-là, il y avait quelqu'un dans la maison. Et que pendant les 20 minutes que la police a mis pour venir, la personne a tout simplement tout remis en place et s'est enfuie par la terrasse. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous donner un détail que j'ai malencontreusement omis de vous raconter. Au moment où le jeune policier se dirige vers le grenier pour aller vérifier, Maxence va changer d'attitude. Il va être très nerveux, très stressé, comme s'il savait ce que le policier pouvait potentiellement trouver dans le grenier. Et après cet incident, cette histoire va devenir comme tabou pour Lucas et Maxence. Ils ne vont jamais en reparler. Je vais vous mettre en description une vidéo d'un youtubeur que vous connaissez forcément qui s'appelle Max Guys. Dans cette vidéo, il raconte une histoire où un homme s'est caché dans un grenier
pendant plusieurs mois. Alors Maxence, si tu regardes cette vidéo, vérifie ton grenier. Notre histoire se déroule dans l'État de l'Alberta, aux alentours de Edmonton au Canada. Lara s'est mariée quand elle avait 19 ans et son mari et elle ne savaient pas quoi faire de leur nouvelle vie de jeunes mariés. Ils ont abandonné l'université et leur studio qui était vraiment trop cher et pensaient que c'était le moment idéal pour voyager et vivre des aventures avant de véritablement s'installer et fonder une petite famille. Ils sont alors tombés sur un message sur internet d'un homme qui cherchait des personnes pour travailler dans son ranch. Il fournira tous les repas et le logement en échange de main-d'œuvre autour du ranch. Cela semblait être la solution parfaite pour eux. Il prétendait être très compétent dans les travaux et les métiers nécessitant l'entretien d'un ranch. Il va alors leur promettre qu'il pourra leur apprendre à construire des machines, à travailler le bois, à souder et à monter à cheval. Sur le papier, ça semblait être le plan idéal pour eux. La cabane en rondin qu'il a construite était spacieuse et le petit couple pourra profiter d'une grande chambre rien que pour eux. Quand ils ont regardé l'annonce sur internet, il y avait beaucoup d'autres personnes sur les photos et dans leur correspondance avec le propriétaire, il a toujours mentionné d'autres personnes. Il fait de la publicité sur plusieurs plateformes et tout semblait vraiment très professionnel. Ils ont donc réservé leur vol direction l'Alberta. Mais à leur arrivée, ils se sont rapidement rendus compte qu'il n'y avait personne d'autre là-bas. L'hôte, physiquement, devait avoir dans la soixantaine. Mais physiquement, il était très en forme. L'une des premières choses qu'il leur a dites a été « Je ne juge jamais les gens sur la base de leur passé. Croyez-vous que les gens peuvent changer ? Moi, je le pense vraiment. » Il les a emmenés faire les courses alimentaires et leur a dit de choisir tout ce qu'ils voulaient. C'était open bar. Prenez ce qui vous fait plaisir. Oh, c'est rien, voyons, c'est normal. Ils ont immédiatement eu l'impression que sa gentillesse était étrange, comme si elle était forcée et que cet amas de gentillesse n'était qu'un leurre par rapport à ses réelles intentions. Lara et son compagnon vont donc vivre avec l'homme et durant les premiers jours de leur séjour, ils vont remarquer très rapidement des choses étranges. Il a construit la maison lui-même et sa chambre avait une porte donnant sur la seule salle de bain de l'étage. Et il était impossible de la fermer de l'intérieur. Il les invitait parfois dans sa chambre, et sur sa table de chevet se trouvait une vieille caméra vidéo, avec environ 30 petites cassettes éparpillées partout sur la table de chevet. Il parlait toujours de ô combien il aimait les japonaises. Il les décrivait toujours en détail et de façon très spécifique. Et en plus de ça, il avait fait en sorte, par le passé, d'accueillir quelques femmes japonaises chez lui. Et il évoquait souvent des personnes qui étaient restées avec lui auparavant. Et toutes étaient parties soudainement, sans aucune explication. Un jour, il leur a dit de monter dans le camion pour aller en ville. Le ranch est à l'écart des grandes villes, donc c'était un long trajet qui attendait nos jeunes amis. Mais l'homme était et semblait surexcité à l'idée d'aller en ville. Et une fois arrivé, il va leur confier une drôle de mission. Il leur a demandé d'aller voir tous les jeunes qui avaient à peu près leur âge dans les rues de la ville, pour leur demander s'ils voulaient venir avec eux, travailler et vivre au ranch. Cela a mis Lara et son compagnon très mal à l'aise. Car tous les deux ont des caractères introvertis, et on ne va pas se mentir que c'est très étrange d'approcher les gens et de leur demander de monter dans un camion pour aller travailler dans un ranch à l'autre bout de la ville. L'homme a été contrarié quand il a vu la stupeur et la désapprobation du couple. Donc, afin d'éviter un incident diplomatique ce jour-là, ils sont sortis se promener et ont fait semblant, illusion, d'aller parler à des jeunes dans la rue. Par contre, l'homme, lui, va passer beaucoup de temps à essayer de convaincre d'autres jeunes sans succès.
Au fil des jours, sa nature accueillante a commencé à céder la place à une nature très capricieuse, à la limite de l'agressivité. Lara ne l'aimait pas du tout. Il semblait extrêmement incompétent socialement et disait des choses inappropriées. Il était également extrêmement évident qu'il ne considérait pas les femmes comme égales ou presque égales aux hommes. Imaginez un bon vieux tonton bien beauf dans un repas de famille, et vous aurez un léger aperçu de ce à quoi pouvait ressembler cet homme. Dans les jours suivants, ils ont appris que l'homme avait une formation militaire, ce qui pouvait peut-être expliquer, pour rester poli, son côté rustre. Une chose que je ne vous ai pas encore racontée sur cette histoire. Les parents de Lara étaient vraiment contre le fait qu'elle arrête ses études pour partir vivre dans un ranch comme une bohème et vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais vous savez ce que sont les adolescents, on l'a tous été, à cet âge-là, on écoute rarement nos parents. Mais les parents restant et étant des parents, ils vont faire leurs recherches sur ce fameux ranch. Un jour, Lara reçoit un appel de sa mère qui panique et lui dit de faire immédiatement une recherche sur Google de l'endroit et du nom du propriétaire. Et une fois qu'elle l'aura faite, elle doit prendre le prochain avion pour rentrer chez elle sans discuter. « Ma fille, pars d'ici le plus vite possible. » Lara raccroche, complètement bouleversée par l'appel de sa mère. Sa mère est une auditrice financière dans une grande entreprise canadienne. Elle n'est vraiment pas du genre à s'emballer pour rien. Et elle n'est pas du tout une lanceuse d'alerte sans raison. Lara prend donc son ordinateur, elle ouvre Google et tape le nom du propriétaire. Et là, c'est la douche froide. Arrestation, motif, étranglement et agression sexuelle sur une jeune femme japonaise. Lara, d'abord complètement paniquée et sous le choc, décide de suivre les conseils de sa mère et de réserver instantanément un vol. Mais il restait le plus dur, l'annoncer à l'homme. Comment lui dire? Quoi dire? Mentir? Dire la vérité? C'était un véritable dilemme cornélien qui s'offrait à eux. Comment dire à un homme potentiellement extrêmement dangereux que soudainement, il souhaite partir? Encore une chose que vous devez savoir sur cet homme, c'est qu'il leur racontait quotidiennement leur future vie ensemble. Il n'arrêtait pas de faire des allusions aux futures fêtes de Noël avec Lara, son compagnon et leurs futurs enfants. De comment il leur apprendrait tous à faire du cheval, qu'il leur ferait une cabane, qu'il était prêt à faire une extension au ranch où ils pourraient tous vivre là-bas. Tout ça en oubliant que Lara et sa famille avaient déjà une famille qui les attendait à l'autre bout du pays. Lara a alors inventé un mensonge à propos d'une urgence chez elle, et qu'elle devait rentrer le plus rapidement possible pour porter secours à sa famille. Mais quand elle lui dira, elle va être convaincue que non seulement il savait qu'elle mentait, mais il savait qu'elle allait mentir sur le fait de devoir partir avant même d'avoir ouvert la bouche. Comme si elle n'était pas la première à subitement changer d'avis sur le ranch. Il était en colère, mais il essayait tant bien que mal de le cacher. Il cachait tellement de pensées et d'émotions qu'elle ne pouvait dire si elle devait être effrayée ou soulagée. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, il va lui répondre « Quand dois-tu aller à l'aéroport ?» Et elle lui répondra immédiatement. Il les a emmenés et a été le plus amical possible avec eux. Il leur a dit que si jamais ils voulaient revenir, il achèterait leur billet sans aucun problème. Lara lui dira « Pas de problème, on restera en contact. » Et c'est ainsi que s'achève notre histoire, mais pas notre vidéo. J'ai fait des recherches sur cette personne et j'ai trouvé un forum que je vais vous mettre en description. Ce forum comprend une multitude de témoignages qui sont assez similaires aux traits d'horreur de Lara. Laissez-moi juste vous lire quelques petits passages. J'y suis allé également quand je cherchais quelque chose de nouveau après ma séparation. Il l'appelait le Wild Horse Ranch à l'époque et avait annoncé que des personnes aideraient à entraîner les chevaux et à faire décoller son écotourisme. Mais je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise avec lui. Il a passé beaucoup de temps à parler de mon corps, de mon poids et de la façon dont je devais faire des pompes pour développer mes muscles pectoraux. Puis, il a dit que je n'aurais même pas besoin de soutien-gorge car les muscles soutiendraient ma poitrine. Le lendemain,
nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin, avons pris le petit déjeuner et nous nous sommes dirigés vers le ranch pour une autre longue journée de travail. Il parle de vouloir me sculpter et il m'a demandé si je voulais me mettre nu devant une caméra vidéo. Encore et encore, j'ai poliment refusé. Mon esprit et mon cœur s'emballaient quand il était là, mais pas pour les bonnes raisons. Un autre jour, il m'a demandé de marcher sur son dos. Encore une fois, j'ai refusé. Cet homme a soif de tout contact avec les jeunes humains. C'est à la fois fascinant et terrifiant. J'ai aussi trouvé l'album photo de jeunes filles nues qu'il m'avait montré précédemment dans une triste tentative de me persuader de me déshabiller. Parce que, vous savez, elles l'ont fait, elles. J'ai regardé autour de lui dans sa chambre et j'ai trouvé cette fille dont il parlait toujours, Yuko. Il avait 7 ou 8 photos d'elle et de lui collées au pied de son lit, pour qu'il puisse les regarder pendant qu'il essayait de dormir. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais également vous parler de Amber Tuccaro. Amber est une jeune fille qui va disparaître en 2010 et dont on va retrouver le corps 2 années plus tard en 2012. Vous devez savoir que c'est une cold case, que à l'heure où je tourne cette vidéo, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Vous vous demandez peut-être pourquoi je décide de vous parler de cette disparition qui n'a en apparence aucun lien avec cette vidéo. Alors juste écoutez. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. Then where are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. East, right? East. Over town. Bravo. South. Dans cet extrait, vous entendez un homme, qui est le suspect principal de cette affaire. Mais par manque de preuves, on n'a jamais réussi à l'interpeller. Et cet homme, je vous le donne en mille, c'est Patrick Carson, l'homme du ranch. Beaucoup de personnes vont commencer à porter plainte contre lui, à cause de sa misogynie déplacée, à cause de nombreuses disparitions suspicieuses, à cause du forum que je vous ai mis en description, mais malheureusement, suite à un manque de preuves apparentes, Patrick Carson ne va jamais être menacé. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que aujourd'hui encore, il continue à poster des annonces sur différents sites comme par exemple Craigslist. Juste qu'à chaque fois, il change son propre nom et il change également le nom du ranch. Mais il continue toujours à poster des annonces et sur le forum, beaucoup de personnes continuent à le dénoncer pour qu'il ferme ses annonces. Dans tous les cas, c'est ici que notre vidéo s'achève. La première question que j'ai posée à ChatGPT est la suivante. Raconte-moi une histoire effrayante ou étrange en lien avec la Russie. Et voici sa réponse. À la fin des années 1940, des chercheurs soviétiques ont mené une expérience sur le sommeil, sur 5 prisonniers politiques, afin de tester les effets d'une privation prolongée de sommeil. Les prisonniers ont été gardés dans une chambre scellée et surveillés, via des microphones et des verres à sens unique. Au début, les prisonniers parlaient entre eux, et disaient se sentir bien. Mais après 5 jours, leurs conversations se sont transformées en divagations colériques et paranoïaques. Au 9e jour, ils ont commencé à crier et à pleurer, un prisonnier s'arrachant les cheveux et tentant d'attaquer les autres. Les chercheurs sont intervenus avec un microphone et ont demandé aux détenus pourquoi ils agissaient ainsi. Un prisonnier a répondu « Nous ne voulons plus être libérés ». Les autres hochèrent la tête en signe d'accord.
Les chercheurs ont été perplexes face à cette réponse et ont décidé de poursuivre l'expérience. Au jour 14, les prisonniers avaient cessé de parler et bougeaient très peu. Les chercheurs ont supposé qu'ils étaient morts, mais lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, ils ont trouvé les prisonniers encore en vie, mais gravement blessés. Un prisonnier s'était déchiré l'abdomen et tenait ses intestins, tandis que les autres avaient enduit leurs propres excréments sur les murs et sur le sol. Lorsque les chercheurs ont tenté de faire sortir les prisonniers de la chambre, ils ont riposté avec acharnement, déchirant leur propre chair et criant aux chercheurs de les laisser tranquilles. Après l'incident, le gouvernement soviétique a scellé les détails de l'expérience, mais des rumeurs ont commencé à circuler sur ce qui s'était passé. L'histoire est devenue une légende dans les forums en ligne, certains affirmant que l'expérience faisait partie d'un programme soviétique secret visant à créer des soldats contrôlés par l'esprit. Cependant, aucune trace officielle de l'expérience persiste, et de nombreux sceptiques affirment que l'histoire est simplement une légende urbaine. Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'expérience russe sur le sommeil continue de captiver et de terrifier ceux qui l'entendent. Comme vous avez pu le voir avec cette première histoire, le résultat est très impressionnant. Mais la deuxième histoire, et surtout le niveau de détail que l'IA va donner, est encore plus troublante. Pour cette deuxième histoire, j'ai demandé à l'IA qui me parle de la Dame Blanche, une légende urbaine très connue en Europe et notamment en France que vous devez sûrement tous connaître. Mais est-ce que l'IA la connaît également ? Voici sa réponse. La légende de la Dame Blanche est une histoire de fantôme qui a diverses versions à travers l'Europe. En général, la Dame Blanche serait le fantôme d'une femme décédée tragiquement, souvent dans des circonstances mystérieuses ou violentes, et qui hante désormais un lieu particulier. La Dame Blanche est généralement décrite comme portant une robe blanche ou un linceul, et souvent associée à un lieu spécifique, comme un château, une forêt ou un pont. Certaines versions de la légende suggèrent que la Dame Blanche semble avertir d'une catastrophe imminente ou chercher à se venger de sa mort prématurée. Dans d'autres versions, on dit qu'elle est un esprit bienveillant qui offre protection ou conseil à ceux qui la rencontrent. Alors que les détails de la légende varient d'une région à l'autre, l'histoire de la Dame Blanche est une partie populaire et durable du folklore européen. Certaines des versions les plus connues de la légende incluent la Dame Blanche de Rohan en France. La Dame Blanche du Rohan est une figure légendaire du folklore français médiéval. Selon l'histoire, la Dame Blanche était une belle jeune femme nommée Théodolinde de la Tour Rohan, qui vivait au château de Josselin en Bretagne au XIVe siècle. Théodolinde aurait été profondément amoureuse d'un jeune chevalier au nom de Bertrand d'Argentré, parti combattre pendant la guerre de 100 ans. Un jour, Théodolinde apprit que Bertrand avait été tué au combat, et elle fut tellement accablée de chagrin qu'elle se jeta du haut de la plus haute tour du château. Après sa mort, le fantôme de Théodolinde a commencé à hanter le château, apparaissant aux visiteurs comme une belle jeune femme vêtue d'une robe blanche. On disait que la Dame Blanche était un esprit amical qui offrait aide et conseil à ceux qui en avaient besoin. Mais elle pouvait aussi se venger de ceux qui osaient l'offenser. L'une des histoires les plus célèbres de la Dame Blanche du Rohan concerne un groupe de soldats anglais qui avaient pris le contrôle du château pendant la guerre de 100 ans. Les soldats auraient insulté et maltraité la Dame Blanche. Et pour se venger, elle a provoqué une grande tempête, inondant le château et noyant les soldats. La légende de la Dame Blanche du Rohan a été racontée sous de nombreuses formes au fil des siècles. Et son fantôme hanterait encore aujourd'hui le château de Josselin. Bien qu'il n'y ait aucune preuve historique pour soutenir l'existence de Théodolinde ou de la Dame Blanche, son histoire a traversé les siècles et continue de captiver l'imagination des gens du monde entier.
Pas mal du tout, non? Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait limite peur qu'une intelligence artificielle arrive à répondre avec autant de détails, autant de nuances, alors qu'on parle juste d'un ordinateur. Bref, pour la troisième histoire, j'ai posé la question suivante. Raconte-moi une légende urbaine bien connue de là où tu viens. Et voici sa réponse. L'histoire de The Hook est une légende urbaine classique transmise de génération en génération. Selon la légende, un jeune couple est garé sur une allée des amoureux, écoutant la radio et s'embrassant, lorsqu'ils entendent soudainement un bulletin d'information sur un meurtrier évadé avec un crochet à la place de la main. Le tueur se serait échappé d'un établissement psychiatrique voisin et se cacherait dans la région. Le couple commence à se sentir mal à l'aise, mais ils rejettent leur peur et poursuivent leur activité. Soudain, ils entendent un tapotement sur la vitre de la voiture et ils regardent dehors pour voir une silhouette debout dans l'obscurité, brandissant un crochet. Pris de panique, le couple démarre la voiture et s'éloigne. Mais ils se rendent vite compte que la silhouette les suit. Ils roulent de plus en plus vite, mais la silhouette suit le rythme, toujours à quelques pas derrière eux. Finalement, le couple arrive à un pont et ils voient la silhouette debout au milieu de la route, bloquant leur fuite. Ils crient de terreur et font une embardée pour éviter de heurter la silhouette. Mais ce faisant, ils entendent le bruit du métal égratignant leur voiture. Lorsqu'ils retrouvent enfin leur sang-froid, ils regardent dehors et voient que leur voiture a été accrochée par la main prophétique du meurtrier. Ils sont alors pris au piège et il n'y a aucun moyen d'échapper à l'emprise du tueur. L'histoire de The Hook est un exemple classique de légende urbaine. Elle a été utilisée pour effrayer les gens depuis des générations. Malgré le fait que l'histoire soit purement une œuvre de fiction, elle continue d'être populaire et largement connue. Et elle reste l'une des légendes urbaines les plus durables de tous les temps. Personnellement, je connaissais pas du tout cette histoire, mais peut-être que c'est l'histoire ou la légende urbaine qui a inspiré les films d'horreur comme Souviens-toi de l'été dernier. Pour la quatrième histoire, j'ai posé la question suivante. J'aimerais raconter une histoire effrayante à mon enfant. Peux-tu m'aider? Et voici sa réponse. Il était une fois un petit village à la périphérie d'une forêt luxuriante. Les villageois vivaient des vies simples et paisibles, entourés de verdure luxuriante et d'air frais. Cependant, il y avait une partie de la forêt où personne n'osait entrer. Cette partie était connue sous le nom de Dead Woods, et les villageois pensaient que cette partie était maudite. Des années auparavant, une jeune fille avait disparu alors qu'elle jouait dans les bois, et malgré une recherche approfondie, son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis lors, des choses étranges avaient été signalées dans les bois morts, y compris des sons étranges et des apparitions fantomatiques. Les villageois évitaient la zone, mais la forêt était si vaste qu'il était difficile de rester complètement à l'écart. Un jour, un groupe d'adolescents du village partit en exploration dans les bois morts. Ils étaient curieux et ne croyaient pas à la malédiction. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils ont commencé à ressentir un malaise. L'air devenait plus froid et les arbres semblaient se refermer autour d'eux, bloquant le soleil et créant une obscurité inquiétante. Soudain, l'un des adolescents a crié. Ils étaient tombés sur une clairière au milieu des bois. Et au centre de la clairière se trouvait un arbre qu'ils n'avaient jamais vu. Il était énorme et son tronc noir était noueux, complètement tordu. Mais ce qui était encore plus troublant était le fait que l'arbre était entouré d'un groupe de petites figures fantomatiques. Les adolescents ont été terrifiés et ils ont essayé de courir, mais ils ont vite compris qu'ils étaient perdus. La forêt était un labyrinthe d'arbres identiques et ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin. Ils se sont blottis ensemble, essayant de comprendre quoi faire, quand ils ont entendu une petite voix. C'était la voix de la jeune fille qui avait disparu des années auparavant.
Elle leur a dit qu'elle était piégée dans les bois morts, son esprit lié à l'arbre au centre de la clairière. Elle a expliqué que l'arbre était une manifestation de la peur et de la culpabilité collective des villageois, et qu'ils avaient lentement consumé le village, rendant les habitants complètement fous. Les adolescents ont été horrifiés et ont réalisé qu'ils devaient détruire l'arbre et briser la malédiction. Ils rassemblèrent leur courage et retournèrent à la clairière, où ils combattirent les silhouettes fantomatiques et détruisirent finalement l'arbre. Quand ils sont revenus au village, ils ont constaté que la malédiction avait été levée. Les villageois n'étaient plus hantés par leur peur, et les bois morts n'étaient plus considérés comme hantés. Cependant, le souvenir de la jeune fille de l'arbre tordu hantait toujours les adolescents, qui savaient qu'ils ne pourraient jamais échapper complètement aux horreurs qu'ils avaient rencontrées dans les bois morts. Je sais que je me répète dans cette vidéo, mais le niveau de détail est juste incroyable. J'ai voulu voir ensuite s'il y avait qu'une seule réponse par rapport à une question, ou s'il en avait encore un peu sous le capot. Et voici sa réponse. Un été, une famille décide de louer une cabane dans les bois pour les vacances. Ils sont arrivés par une belle journée et ont passé l'après-midi à explorer la dite forêt et à profiter de l'air frais. À la tombée de la nuit, ils s'installèrent dans la cabane douillette et préparèrent le dîner. Alors qu'ils terminaient leur repas, ils entendirent frapper à la porte. Quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un vieil homme qui se tenait là, l'air hagard et négligé. Il a supplié leur aide, expliquant qu'il avait été perdu dans les bois pendant des jours et des jours durant, et qu'il avait besoin de nourriture et d'un abri pour la nuit. Se sentant désolé pour le vieil homme, la famille l'a invité et lui a donné un repas chaud et un endroit pour dormir. Le lendemain, ils se sont réveillés pour constater que le vieil homme était parti, ne laissant derrière lui qu'une traînée d'empreintes boueuses menant dans la forêt. Au fil des jours, des choses étranges ont commencé à se produire autour de la cabane. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes et des bruits étranges pouvaient être entendus dans la nuit. La famille a commencé à se sentir surveillée et elle est devenue de plus en plus mal à l'aise. Un jour, ils ont décidé d'explorer les bois, espérant trouver un peu de paix et de tranquillité. Mais alors qu'ils marchaient, ils sont tombés sur une clairière où ils ont trouvé quelque chose d'horrifiant. Là, au centre de la clairière, se trouvait une effigie grossière faite de bâtons et de feuilles. C'était la forme d'un humain, et il portait les mêmes vêtements que le vieil homme qui était venu dans leur cabane. Réalisant qu'ils avaient involontairement accueilli une présence maléfique dans leur maison, la famille a fui la cabane et n'est jamais revenue. À ce jour, la cabane est abandonnée et les bois qui l'entourent seraient hantés par l'esprit du vieil homme, cherchant à se venger pour les mauvais traitements qu'il aurait subis par le passé. Pour la 6e histoire, j'ai demandé à Lia qu'il me raconte une affaire criminelle qui s'est passée dans les années 1900 en France. Et voici sa réponse. Une affaire criminelle bien connue en France au cours des années 1900 était le cas d'Henri-Désiré Landru. Landru était un tueur en série qui a opéré en France pendant la Première Guerre mondiale. Il était connu sous le nom de Barbe Bleue de Gambé. Landru était un charmeur à la voix douce qui s'attaquait aux veuves et aux célibataires solitaires, leur offrant de la compagnie et promettant de s'occuper de leurs affaires financières. Cependant, une fois qu'il aurait gagné leur confiance et eu accès à leur argent, il les tuait et se débarrassait de leur corps. Les crimes de Landru sont passés inaperçus pendant plusieurs années, notamment à cause de la guerre. Mais en 1919, la police a reçu une information sur un homme soupçonné d'avoir assassiné plusieurs femmes. Ils ont arrêté Landru et fouillé sa propriété, où ils ont trouvé des preuves de ses crimes irréfutables, notamment des ossements humains et des cendres. Lors de son procès, Landru a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation de meurtre et il est condamné à la mort par la guillotine.
Il a été exécuté en février 1922 et son affaire reste l'une des affaires criminelles les plus tristement célèbres de l'histoire de France. Le cas d'Henri-Désiré Landru est un rappel effrayant du danger qui peut se cacher derrière même les personnes les plus charmantes et les plus charismatiques. Et il sert de récit édifiant sur l'importance d'être prudent lorsqu'il s'agit d'étrangers. Pour la 7e histoire, j'ai demandé à l'IA qu'il nous raconte une histoire d'horreur basée sur des faits réels et qui s'est déroulée en Angleterre. Pour les plus érudits d'entre vous, vous allez sûrement anticiper et deviner l'histoire que vous vous apprêtez à écouter. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, un tueur en série connu sous le nom de Jack l'Éventreur terrorisait les rues de Londres. Jack l'Éventreur aurait assassiné au moins 5 femmes, toutes prostituées, dans le quartier de Whitechapel à Londres entre 1888 et 1891. L'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère à ce jour. Malgré de nombreuses enquêtes et théories au fil des années, ce que l'on sait, c'est que l'Éventreur était un tueur brutal et rusé, qui ciblait des femmes vulnérables et les soumettait à des attaques d'une violence horrible et incomparable. Les crimes de l'Éventreur ont suscité la peur et la panique dans tout Londres, et la police n'a pas pu l'attraper malgré tous ses efforts. Le règne de terreur de l'Éventreur s'est terminé aussi soudainement qu'il avait commencé, et il n'a jamais été arrêté ni traduit en justice. L'héritage de Jack l'Éventreur se poursuit à ce jour, et ses crimes ont inspiré d'innombrables livres, films et émissions de télévision. Malgré le passage du temps, le mystère entourant l'identité de Jack l'Éventreur reste l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire, et son nom continue d'être synonyme de terreur et d'horreur. Enfin, pour la 8e et dernière histoire de cette vidéo, j'ai demandé qu'il nous raconte une creepypasta, une des plus connues. Et voici sa réponse. J'ai toujours été fasciné par les lieux abandonnés. Et quand j'ai entendu parler du vieil hôtel à la périphérie de la ville, j'ai su que je devais l'explorer. L'hôtel était fermé depuis des années, et on disait qu'il était hanté par les fantômes des personnes qui étaient mortes. Mais je ne croyais pas aux fantômes et à toutes ces histoires rocambolesques. Alors j'ai décidé d'enquêter par moi-même. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé qu'il était en mauvais état. Les murs s'effondraient, les fenêtres étaient barricadées et les portes rouillées. Mais j'étais déterminé à trouver un moyen d'y entrer. Alors j'ai commencé à explorer le périmètre du bâtiment. Alors que je faisais le tour de l'hôtel, j'ai remarqué un petit trou sur le côté du bâtiment qui semblait avoir été fait par quelqu'un essayant de s'introduire avant moi. Je savais que c'était ma chance d'entrer à l'intérieur. Alors j'ai rampé à travers le trou et je suis finalement arrivé dans l'hôtel. À l'intérieur, l'hôtel était encore plus délabré que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient recouverts de papier peint qui se décollait et les sols grinçaient et pourrissaient. Mais au fur et à mesure que j'explorais davantage, j'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se produisaient. J'ai entendu des pas venant de l'étage au-dessus de moi, mais quand je suis allé enquêter, il n'y avait personne. Alors que je continuais à explorer, j'ai senti un courant d'air froid sur mon cou et je me suis retourné pour voir une silhouette debout dans l'ombre. Le personnage était grand, mince, avec de longs bras et de longues jambes, et son visage était masqué par une capuche. J'ai essayé de courir, mais la silhouette m'a attrapé et m'a tiré en arrière. J'ai lutté pour me libérer, mais la silhouette était beaucoup trop forte pour moi. Il m'a entraîné plus profondément dans l'hôtel, et j'ai pu entendre le son de son rire résonnant dans les couloirs. Je savais que j'étais en grave danger, alors j'ai essayé de trouver un moyen de m'échapper. Soudain, je me suis souvenu d'une légende que j'avais entendue à propos de l'hôtel. La légende disait que si vous pouviez trouver la chambre secrète de l'hôtel, un vœu vous serait accordé. Je savais que c'était mon seul espoir.
Alors j'ai commencé à chercher cette fameuse pièce secrète. J'ai cherché partout. Et juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, j'ai trouvé une porte cachée dans le sous-sol. J'ai ouvert la porte et à ma grande surprise, j'ai trouvé une pièce remplie de trésors. Je savais que j'avais trouvé la pièce secrète et j'ai fait mon vœu. En un instant, la silhouette a disparu et j'étais libre. Je suis sorti de l'hôtel et en me retournant, j'ai vu que le bâtiment s'effondrait. Je savais que j'avais eu beaucoup de chance de m'évader et je ne suis plus jamais retourné au vieil hôtel de ma ville. Et c'est ainsi que s'achève notre 8e et dernière histoire de cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un numéro 2, et n'hésitez pas également à me dire quelle histoire vous avez préférée, ou si vous voulez un volume par exemple, uniquement sur des creepypastas, uniquement sur des contes et légendes, uniquement sur des légendes urbaines, bref, vous avez compris. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Portez-vous bien. Ciao.